est-ce que vous êtes prêts ce soir pour une séance d'interprétation des rêves? Ouais. Ouais. Il y a une seule personne qui est prête. Ok, donc tu viens ici, on va commencer par 10 minutes d'hypnose. T'es venu avec ta carte bleue au moins, parce que je veux avoir le code. Très bien. Vous savez que lorsqu'on évoque le sujet des rêves, il y a un personnage dans toute la Torah qui incarne de façon très musclée, très forte la notion de rêve, c'est le personnage de Yosef. Parce que Yosef est un ado qui, dès l'âge de 17 ans, fait des rêves qu'on pourrait qualifier de prémonitoires. On parlera un petit peu de ces rêves en question, ces fameuses gerbes de blé qu'il ramassait dans un champ avec ses frères. Et puis d'un coup, voilà que les gerbes de ses frères, les gerbes de blé de ses frères, se prosternent devant la gerbe de Yosef. Il voit ici donc une sorte de prémonition d'une supériorité par rapport à ses frères. Ça ne va pas tout de suite se réaliser, mais on sait que dans l'histoire, il va devenir l'homme le plus important du monde, Bill Gates de son époque, numéro 2 du royaume d'Égypte, qui était le royaume le plus riche du monde. Et effectivement, ses frères vont finir par se prosterner. Il a encore 17 ans, il fait un deuxième rêve, il voit des étoiles, un soleil, une lune, et toutes ces constellations se prosternent devant lui. Et donc encore une fois, il rêve cette notion de domination. En plus, le chiffre 11 rappelle étrangement les 11 frères de Yosef, donc il y a ici pas mal de choses, il y a des prémonitions, et en fin de compte, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, première des choses, Yosef rêve. Maintenant, vous connaissez l'histoire, il va raconter ses rêves à ses frères, et ses frères l'entendent d'une très mauvaise oreille. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu crois vraiment que toi, le frère cadet, on va finir par se prosterner devant toi? Mais c'est quoi ces velléités de suprématie? D'autant que derrière cette petite rivalité entre frères se cache aussi une rivalité beaucoup plus profonde. Vous savez que Yaakov était amoureux de Rachel, mais il va travailler pour elle pendant 7 ans auprès de son beau-père. Au bout de 7 ans de loyaux services, il espère enfin décrocher la timbale, et malheureusement son beau-père le feinte et lui place Léa à la place de Rachel. Il avait convenu avec elle des codes, Rachel a transmis les codes à Léa, bref, il se fait tout simplement entourlouper. Il se lève le matin, il dit « Maintenant, je me suis complètement grugé, c'est quoi cette histoire ?» Et à voir son beau-père, il dit « Mais tu m'as complètement grugé ?» Il dit « Comment ça je t'ai grugé? Mais ça va pas ou quoi ?» Mais dans notre village, chez nous, on ne fait jamais passer le cadet avant l'aîné. Vous avez entendu, toi qui es allé rapter les brachot de l'aîné à ton frère, ça c'est chez vous que vous faites ça, c'est les étrangers qui font ça. Mais chez nous, il y a un ordre, il y a un respect, il y a une sœur aînée qui commence par se marier, c'est Léa, puis ensuite on parlera de Rachel. Donc il se fait complètement entourlouper, et il dit « Ok, alors qu'est-ce que je fais pour avoir Rachel ?» Il dit « Pas de souci, rebelote, encore 7 ans. » Ouais, alors là, Baruch Hashem, il est à crédit, parce qu'il a tout de suite, il va travailler 7 ans pour payer, on va dire, ce point, et il va se retrouver donc finalement contre son gré avec 2 femmes, Rachel et Léa. Il y a 2 sœurs jumelles, qui deviennent 2 rivales, c'est complexe. Dans cette rivalité, elle ne va pas s'atténuer, elle va se déployer au niveau des enfants. Il y a les enfants de la femme chérie et les enfants de la femme accidentelle. Pour l'instant, l'enfant de la femme chérie s'appelle Yosef. Il est tellement chéri que son père, à part l'histoire des rêves, au préalable, lui avait transmis un héritage unique. Ce n'est pas un parc immobilier, ce n'est pas un compte dans les îles Caïmans, c'est que Yaakov avait hérité de cet habit qui a été la première pièce de confection de l'histoire de l'humanité. Au moment où Adam et Chava ont fauté, Hachem les a vêtis d'habits pour ne pas sentir cette nudité. Cet habit va être hérité de père en fils jusqu'à Abraham à Yitzhak. Et Yitzhak va donner cet habit à Yaakov. Et Yaakov désigne son fils Yosef comme étant d'ores et déjà l'héritier. Et il ne s'agit pas ici d'une très belle pièce de chez Francesco Smalto ou chez Yves Saint Laurent.
Il s'agit ici de transmettre un héritage spirituel. Et donc il a déjà de son vivant décrété qui était celui qui serait un petit peu celui qui porterait le flambeau. En d'autres termes, le père a tout fait pour attiser une jalousie viscérale. Donc il y a déjà un problème au niveau des sœurs, des épouses, qui va se déployer de façon très forte au niveau des enfants, de façon naturelle, mais qui va encore plus être attisé par un père qui va gâter de façon ostentatoire un fils plus que les autres. De là, la Gemara va dire, il ne faut jamais faire ça. Tu le fais, tu fais en cachette, jamais de façon ostentatoire. Ça, c'est ce qui se passe dans le terrain un petit peu musclé. Maintenant, Yosef rêve et a, on peut dire, l'insouciance de raconter ses rêves. Les frères se disent, ça suffit, là, ça commence à bien faire, on va gérer ça. Il décide d'en finir avec lui, vous connaissez l'histoire. D'abord, le premier projet, plan A, on le tue. À ce moment-là, ce plan A, il va y avoir un plan B qui va être provoqué par Réhouven, le fils aîné, donc le premier enfant de Léa, qui dit, écoutez les copains, on ne peut pas nous verser du sang, c'est pas possible. Donc je vous propose un autre plan. Venons, on le jette dans un puits qui est bourré de scorpions et de serpents. Et s'il n'est pas méritant, il se fera dévorer par un serpent ou par un scorpion. Et si c'est un tzaddik, si c'est injuste, il sera protégé par Hachem directement. Donc au moins, c'est pas nous qui allons marquer le coup de poing final, l'hypercute. Ouais, on laisse le choix de la nature se faire. Il le jette là-dedans. Puis après, il y a Yehuda qui se dit, attends, mais c'est tellement dommage de le jeter là, venez, on va le vendre directement à des... On va le ramener à papa, pardon, on va le ramener à papa. Et il revient dans le puits. Malheureusement, entre-temps, l'enfant Yosef a déjà été vendu dans une caravane qui passait comme ça de Ishmaélim, de descendants d'Ishmaël. Et voilà que Yosef, qui se voyait sur le toit du monde, va commencer à monter la pyramide de l'échelle sociale. Il va être d'abord un apprenti chez un monsieur Potiphar, et puis petit à petit, gravit, et il devient le DAF. Vous savez que le DAF, c'est le directeur financier. C'est lui qui gère toutes les opérations, toute la fortune de monsieur Potiphar. Au Hachem, il est devenu cadre supérieur dans cette boîte. Magnifique. Sauf que l'ascension va rapidement se briser, parce que Yosef a une qualité qui est complexe à véhiculer dans la vie, c'est qu'il est immensément beau. C'est un BG comme il n'y en a pas deux. Voilà. Maintenant, comme il est BG, il attire toutes les femmes. Elles craquent toutes devant lui. Et bon, c'est le seul personnage dans la Torah dont on précise la beauté. Ouais. De façon générale, l'apanage du beau, c'est toujours la femme. Et là, Yosef est le seul dont on va dire sur lui qu'il est beau d'éclat, beau d'apparence, exactement les mêmes adjectifs qui sont utilisés pour sa mère Rachel. C'est un Apollon, Yosef. Et donc il fait craquer les femmes, et notamment la femme de monsieur Potiphar, la femme de son employeur, la femme du PDG. Il l'a fait craquer, mais il ne fait pas exprès. Lui, il fait tout pour ne pas. Mais que voulez-vous, il ne va pas au boulot en tchador, il est BG, et donc il est très attirant. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en place une vraie stratégie de conquête. Elle va mettre en place une drague 3 fois par jour, pendant 1 an. Vous imaginez un employé qui est dragué par sa secrétaire pendant 1 an, pas l'espace d'un moment. 1 an, 3 fois par jour, elle se changeait d'habit 3 fois par jour pour essayer de montrer à Yosef qu'elle était capable d'épouser n'importe quelle personnalité, pour essayer de séduire Yosef. Et Yosef résiste. Au bout d'un moment, elle en a marre, elle va essayer de provoquer les choses. Elle va presque essayer de le violer, et Yosef résiste. Une fois qu'elle voit que ça capote, ça ne marche pas, elle décide, elle, de l'accuser de viol. Donc voilà que Yosef, qui était dans une posture de directeur financier, se fait accuser, balance ton porc, d'avoir voulu intenter à la femme du PDG. C'est un super scoop, c'est croustillant, ça défraie la chronique. Évidemment, qui plus est, elle a réussi à lui ôter ce fameux habit, cette fameuse tunique qu'il portait. Elle a même donc une pièce à conviction. En essayant de me violer, il a même laissé son habit. Voilà la pièce à conviction. On la croit sur parole. Yosef immédiatement est incarcéré pour la perpétuité. Voilà ce que sont devenus les rêves d'un jeune ado magnifique qui
se retrouve maintenant tout simplement aux oubliettes. Ça, c'est donc le rêve de Yosef. Maintenant, c'est intéressant. L'épisode des rêves ne va pas quitter Yosef, puisque même s'il ne prie plus dans sa cellule, alors les rêves viennent à lui. C'est-à-dire que les rêves viennent à lui, il est entouré de 2 personnes qui ont été punies par le pharaon, le maître panetier, celui qui s'occupe du pain, le maître échanson, celui qui s'occupe de l'alcool, et les 2 sont en train de purger leur peine, et les 2 font un rêve qui les panique. Il s'adresse à Yosef, et il dit, voilà, on a fait un rêve incroyable, est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire? Et Yosef immédiatement leur dit, toi ça veut dire, toi le maître panetier, ça veut dire que tu vas être jugé dans 3 jours et tu vas mourir. Et toi le maître échanson, ça veut dire que tu vas être incorporé à ton boulot. Ils attendent 3 jours, et c'est exactement ce qui se passe. Yosef a réussi à trouver exactement, à taper dans le mille pour l'interprétation. Donc les rêves ne sont pas logés chez Yosef, mais ils attirent Yosef, et cette fois-ci, il ne rêve plus, il interprète le rêve. Rebelote, 2 ans après, c'est Pharaon qui a un rêve qui l'agite, qui l'empêche de dormir. Il réunit tous ses marabouts, tous ses mages, toutes ses Irmaladous, pour lui interpréter ce rêve, et toutes les interprétations ne collent pas. Il sent que c'est pas simple. Il voit comme ça, on verra tout de suite, 7 vaches grasses, qui se trouvait sur un étang, puis d'un coup il y a 7 vaches chétives, frêles, rachitiques, qui viennent dévorer les 7 vaches grosses. Ça défie un petit peu les lois de la nature, les lois de la jungle. Et on lui dit, mais tu comprends, 7, ça correspond, tu vas avoir 7 filles, et les 7 vont mourir, donc chacun va lui donner une symbolique, et il dit non, ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas. Ouais, tu vas faire la conquête de 7 pays, puis ensuite les 7 vont se rébeller, ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas. À ce moment-là, le maître échanson se dit, mais tiens, c'est marrant ça. Moi, je me rappelle d'un marabout dans ma cellule. Mais alors, 5 étoiles, le mec. Ouais, c'est le must des marabouts. Il nous avait interprété. Vous voulez pas qu'on essaye? Why not? Pourquoi pas? Faites-le monter. Yosef débarque. Ascenseur, pour l'instant, qui n'est que géographique. Il sort de sa prison. Il va interpréter les rêves en disant qu'il s'agit ici d'un rêve qui concerne l'économie du pays. Vous vous rappelez? Tu vas avoir 7 années d'abondance. Et ensuite, tu auras 7 années de famine. Il y a un cycle économique, comme diraient les économistes, Jouglar, Kondratiev, ouais, ça bouge, ça évolue. Et c'est quoi cette idée des vaches maigres qui viennent phagocyter, avaler, dévorer les vaches grasses? L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, les années de famine seront tellement intenses, tellement insupportables, que on va finir par oublier l'opulence d'avant. On sera tellement marqué, impacté par cette douleur de la famine, il n'y a plus rien à manger, qu'on va finir par en oublier ces 30 glorieuses, les années belles, les années d'économie, les années de plein emploi, les années de non-inflation, les années ou bien d'une petite inflation qui vient doper la croissance. Vous connaissez ce carré magique des 30 glorieuses jusqu'au choc pétrolier des 73? Eh bien ça c'est fini les amis, maintenant on va entamer les crises sur les crises, et vas-y, les trucs, et les Madoff, et ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Ça, et on oublie le monde de l'opulence, le monde de cette consommation. Ça c'est donc en gros les rêves qui se mettent en place. Il est tellement incroyable dans son interprétation que, bingo, Pharaon lui dit, mais tu sais quoi? Top, tu sais quoi, je te nomme Premier ministre. Toi qui vas gérer toutes les opérations, toute la gestion économique de ce qui se passe. Et donc, au bout du compte, ouais, des dizaines d'années après, Yosef va être érigé, 22 ans après, exactement, va être érigé au rang de l'homme le plus riche du monde. C'est lui qui gère toutes les opérations. Donc ces rêves ont fini par se réaliser avec un temps d'écart assez gros. Ça, c'est en gros tous les rêves qui sont mis en place maintenant. Je vous propose, pour essayer de comprendre le monde des rêves et le monde de l'interprétation, de faire 3 remarques sur ces rêves de Yosef. Donc vous avez le document sous les yeux. Ceux qui n'ont pas, je suis désolé. J'ai eu un gros bug avec mon imprimante tout à l'heure. Donc j'ai dû sortir qu'une quinzaine de documents. Je suggère tout simplement de prendre en photo le doc, ouais, qui va permettre en plus d'agrandir les polices de caractère avec vos smartphones. Et si ça vous saoule, ce que je vous raconte, ça vous permettra en même temps de consulter vos mails sans avoir l'air d'être un petit peu relou, genre c'est pratique. Je vous donne toutes les possibilités, toutes les options. Ouais, sentez-vous à l'aise. Ouais. Après le learn à lunch, c'est le learn à mail. Vous pouvez faire vos mails en même temps.
Alors, on va juste revisiter rapidement avec quelques petites remarques pertinentes le texte. J'ai oublié de vous dire que je m'appuie ici sur deux sources qui sont des sources très classiques chez moi. La première, c'est mon Rav, donc le Rav Yeshurun, et la deuxième, c'est le Rav Forman, un Rav américain qui m'est très souvent arrivé de citer. Et là, donc, on va avoir un panache des deux, Bezrat Hashem, qui, je pense, vaut le déplacement. En tout cas, moi, j'avais beaucoup apprécié. Donc, regardez, je commence donc par le début. C'est l'époque où Yosef avait 17 ans. Ouais, il nous dit le texte. Donc, et les Toldot de Yaakov, voici l'histoire de la descendance de Yaakov. Je suis dans le premier verset. Joseph, âgé de 17 ans, Aya roe et echav batson. Il menait paître les brebis avec ses frères. Veunahar. Et il était jeune. Et bene Bilta, et bene Zilpa. Il était donc avec les fils de Bila et Zilpa, qui sont deux servantes de Rachel et Léa, épouses de son père. Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. Ça, c'est aussi un point important. Joseph, il n'est pas très fair-play. Il passait son temps à raconter toutes les choses qu'il trouvait bizarres chez ses frères. Donc non seulement c'est l'enfant préféré, mais en plus c'est une balance. Ouais. Donc c'est un peu complexe. Ouais. Donc ce caractère-là aggrave un petit peu son cas. Alors juste, je vous ai marqué ce verset juste pour vous montrer un Rashi qui est marqué ici en bleu. Lorsqu'on dit qu'il est jeune, ouais, j'ai compris qu'il avait 17 ans, donc 17 ans après lui c'est jeune. Alors Rashi ne veut pas simplement dire que c'est une question d'âge, mais c'est aussi une question d'attitude. Il a la jeune attitude, ouais, la teen attitude. Me dit Rashi, il se comportait comme les jeunes, c'est-à-dire, Metakan Besséaro, il faisait attention à ses cheveux, ouais, il s'arrangeait les cheveux, se parant les yeux afin d'embellir son aspect. En deux mots, Yosef, il passait son temps à se gominer les cheveux et à s'arranger les cils pour avoir un bel aspect. Bon, en deux mots, c'est ce qu'on appelle l'ado classique. Ouais, on n'a pas eu besoin d'attendre le concept du métrosexuel, ouais, pour voir que les hommes, ouais, c'est pas une notion d'homosexualité ici, les hommes, ils se font beaux, arrivent à un âge, ils ont besoin de paraître beaux. Ouais, bon, après ça passe, hein, vous inquiétez pas. Ouais, c'est pour ça que non, je... Donc, méchant, hein, c'est... Autodérision. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Yosef, c'est comme tous les ados du monde, il passe son temps à essayer de se saper comme jeune. Ça, c'est donc le premier point qui est marqué dans Rashi. Maintenant, on rappelle les deux rêves. Nous composions, donc il vient raconter à ses frères, nous composions des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe se dressa, elle resta debout et les vôtres se rangèrent à l'entour et s'inclina devant la mienne. Ouais. Donc, première manifestation de cette suprématie. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères en disant, j'ai fait encore un autre songe où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Donc la lune et le soleil c'est son père, la lune c'est sa mère, ouais, et les 11 étoiles c'est ses 11 frères, donc c'est un peu criant, donc il arrive, il ose dire ça. Bon, ça les énerve. À ce moment-là, nous dit le texte la chose suivante. Donc d'un coup il arrive, son père avait envoyé Yosef à Shrem. Shrem c'est Naplouse, ouais, donc c'est toujours une ville qui nous pose des problèmes dans la vie. Donc il arrive donc là-bas à Shrem, là-bas il y a ses frères, il le voit arriver au loin, et vous savez à quel point ils ont la haine de lui, et il commence à fomenter. Enfin, il y a un brouiche à la rive, et ils se dirent l'un à l'autre, Iné Baal Chalomot, voici le rêveur. Mais le rêveur dans le sens, le propriétaire de tous les rêves. C'est-à-dire, ils ont déjà vu en lui que c'était quelqu'un qui était lié de façon intrinsèque à la notion de rêve. Il l'appelle le Baal Chalomot à la Zéba. Ouais. Donc ça, c'est ce qui se passe, et une fois qu'ils le voient, ils vont le prendre, ils vont le jeter dans le puits, ils vont essayer de le faire disparaître. C'est le premier point. Ça, c'est la rencontre de Yosef avec ses frères. Maintenant, deuxième acte, après la pseudo-tentative de viol, il se retrouve en tôle, et nous dit le texte, il interprète les rêves du maître panetier et du maître échanson. Ouais, rappelez-vous. Maintenant, une fois que le maître échanson va être libéré, il lui dit la chose suivante, je suis dans le verset numéro 14, dans la suite du texte, là où c'est surligné en stabilo jaune, qui im zachartani itar, si tu te souviens de moi lorsque tu seras heureux, rends-moi de grâce un bon service. Il dit, je t'ai dit que tu allais remonter là-haut, toi le maître échanson, alors je te demande de me rendre l'appareil, ouais. Et il dit de façon assez intéressante, veiskartani el paro veotsetani. Tu parleras de moi à Pharaon, et tu me feras sortir. Veotsetani, milabaïtazé. Ce qui est intéressant, c'est que la façon dont il s'adresse est une façon qu'on peut qualifier de péremptoire.
Il n'est pas en train de lui dire « Je serais très content que tu me fasses sortir ». Il dit de façon presque prophétique « Tu parleras de moi à Pharaon et tu me feras sortir ». Il faut se poser la question, donc première remarque dans la pertinence du texte, qui lui permet d'être pertinent. Si tu demandes un service à quelqu'un, il faut toujours être dans le mode de la supplication. Là, il y a quelque chose d'assez bizarre dans sa façon de s'adresser, c'est qu'il vient dire à l'autre, comme si, de toutes les façons, tu seras condamné à te rappeler de moi. Il ne sait pas ce qui va se passer. Et effectivement, il a raison, Yosef, grâce à ce rêve de Pharaon, qui rêve de ces fameuses vaches grasses, ainsi de suite. Alors d'un coup, il ne sait plus comment gérer, puis d'un coup, le maître des chansons se rappelle, mais j'avais un super marabout, on va le faire venir. Donc il y a ici quelque chose de prophétique chez Yosef, qui sait que de toutes les façons, le maître des chansons le sortira de là. Pourquoi? D'où il sait. Premier point. Deuxième point maintenant, il y a, si vous voulez, lorsqu'on se concentre sur le rêve de Pharaon, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la Torah nous donne le live du rêve. Donc il y a une caméra qui est en train de nous raconter ce que Pharaon voit dans son rêve, on a un live. Et après il y a le différé, lorsque Pharaon va raconter son rêve. Puisque Yosef n'était pas dans l'inconscience de Pharaon, donc post ça, donc Pharaon va faire le récit de son rêve. Et il y a quelques petites nuances. Ouais. C'est pas un récit parfait, il y a quelques points de divergence qui ont été volontairement truqués par Pharaon. Il n'a pas donné la version parfaitement originale. Dans les grandes lignes, c'est la même chose, mais il y a des petites nuances, on va les voir tout de suite. Avec le jeu de couleurs, ça va être très simple, on n'aura pas besoin de jouer au jeu des 10 différences. Ouais. Rapidement, on va voir les différences. Donc, le texte nous dit la chose suivante. Veine minaneyor olot sheva parot. Voici que du fleuve montent 7 vaches. Yefot maré, belle d'éclat, en rouge, et grasse, brûlée de bassar. Va tirena be'anchou, et elles se mirent à paître dans l'herbage. Alors, va tirena, elles se mettent à paître dans la vache, tout ça c'est normal dans un rêve. On peut se demander à quoi ça sert de nous le raconter. C'est une lapalissade que les vaches, elles pèsent, pardon. Mais le point qui m'intéresse, c'est que le terme va tirena be'anchou, Rachid traduit sur place, c'est le Agam. Agam, ça s'appelle une étendue d'eau. Agam. Et le terme le plus usité dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, pour parler d'une étendue d'eau, c'est toujours Agam. Et là, c'est une expression qu'on appelle dans le vocable des linguistes une expression idiomatique. C'est exceptionnel d'appeler ici l'étendue d'eau, le marécage, de l'appeler Ahou, on aurait dû l'appeler Agam. Donc il y a une sorte d'ici de recherche de style peut-être, d'un langage beaucoup plus soutenu que l'étendue d'eau. On a parlé ici d'un marécage, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est plus soutenu en français ou pas, mais il y avait deux mots à utiliser, le mot le plus normal aurait dû être étendue d'eau, et on se retrouve avec un marécage, avec une forme plus poétique. Donc il faut se poser la question, pourquoi dans cette description du rêve on a besoin d'utiliser ce terme? Deuxième question. Troisième question, regardez la description des 7 hautes vaches qui vont s'occuper de phagocyter les vaches grasses. Puis 7 autres vaches sortirent du fleuve après elles, celles-là chétives et maigres, et s'arrêtèrent près des premières au bord du fleuve, et les vaches chétives et maigres dévorèrent les vaches belles d'éclat et grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Maintenant, ça, c'est ce que Pharaon a vécu en live. Ouais. Donc maintenant, je fais donc 3 remarques dans ce live. La première, c'est ce qu'on vient de dire, la notion du marécage. L'étendue d'eau est appelée Ahou au lieu de Agam. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que on avait donc des vaches belles, d'éclat, ouais, et Yefot maré, vous voyez en marqué en rouge, belle d'éclat. Et dans le verset numéro 18, au moment même où Pharaon va faire le récit de ces vaches en question, il nous dit « Et voici que du fleuve sortirent 7 vaches grasses et belles d'apparence. » Quelle est la différence? En hébreu, ça donne « Vifot to'ar ». Quelle est la différence? Alors, à part le vav, mais surtout, au niveau de l'apparence,
t'as Toar et t'as Yefot Maré et Yefot Toar. Yefot Maré, c'est belle d'éclat et Yefot Toar, c'est belle d'apparence. Donc, le changement, le distinguo entre la version originale et la version réelle, c'est qu'il a vu des vaches belles d'éclat et il transmet, j'ai vu des vaches belles d'apparence. Vous allez me dire, bon, blanc bonnet, bonnet blanc, quoi. En gros, il a vu des vaches qui font envie, ouais, des grasses et grosses. Ouais. Bon, mais ça va jouer, c'est important. Maintenant, deuxième point important, lorsqu'il va décrire, c'est le dernier point de différence, lorsqu'il va décrire les vaches maigres, elles étaient, je vous ai mis en bleu exprès, hein, regardez le verset numéro 4, et les vaches chétives et maigres, ouais, maigre en hébreu se dit dak. Dak, ça veut dire faim, maigre. Dak, ça veut dire faim, ouais. Maintenant, lorsqu'il va transmettre l'information, la version en différé, il ne va pas dire dakot, il va dire rakot. Dakot, rakot. Ouais, c'est pratiquement pareil. Ça ressemble à Salomon, Slimane. Ouais, mais c'est pas pareil. Regardez, je vous montre dans le. Personne n'aurait un truc, un écrit. Personne n'a un petit feutre, non? Il n'y a pas? Bon, tant pis, regardez, vous allez imaginer avec votre puissance d'imagination. Dak veut dire faim. Rak, c'est quoi rak en hébreu? Que, il n'y a que ça. Il ne reste que ça. Donc, dak, ça veut dire faim, ça veut dire qu'elles sont maigres. Peut-être ça va marcher. Mais il est pas des sûr. Dak, ça s'écrit comme ça en hébreu. Dak, ça veut dire fin. Ouais, fin. Quelqu'un qui est maigre, je dis il est fin, il est étroit. Mais rak, alors là ils ont traduit par, ça veut dire, c'est pas qu'elle est fin, c'est qu'elle a plus que la peau et les os. Ça veut dire, elle est complètement, ils ont traduit, j'ai bien aimé comment ils ont traduit, décharnée. Tu vois plus les os que. Donc il y a être fin et il y a être rachitique. Mais ça s'écrit rak. Ouais, le resh et le kouf. Si vous regardez bien, la nuance elle est extrêmement subtile. Pour transformer un resh en dalet, il suffit de faire ça, c'est tout. Donc c'est un changement qui est extrêmement proche. Ouais, tu fais comme ça par exemple, tu as le. Ouais, ça marche. Rak, dakot. Donc c'est ultra subtil, tu l'entends même pas. Dakot, rakot. Ouais. Une toute petite nuance. Rakot. Ouais. Après, c'est la terminaison, rakot. Rakot, ouais, c'est au pluriel. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la seule chose qui a changé, c'est ça. Donc, je répète bilan des courses au niveau des changements. La première des choses, c'est que les belles d'éclat sont devenues belles d'apparence. Ouais. Et les dacotes, les maigres, sont devenus des racotes, des rachitiques. Ça, ce sont les deux points de divergence. Et enfin, dernière remarque, on s'arrête là au niveau du relevé des anomalies. Juste après ce rêve, donc Yosef lui dit, ça veut dire cette année d'abondance, cette année de famine, tellement c'est dur la famine qu'on va en oublier. Et continue Yosef, dernier verset que vous voyez ici, verset numéro 34 à la fin du document, le dernier stabilo jaune, que Pharaon avise à ce qu'on établisse des commissaires dans le pays et qu'on impose d'un 5e le territoire d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Yosef sort de son rôle d'interprétateur, je ne sais pas si on dit comme ça, d'interprète, pardon. Ouais, pardon. Donc Yosef sort de ce rôle d'interprète et devient conseiller. Il fait du consulting. Ouais. Il se les wedge à la KPMG ou McKinsey, je ne sais pas comment il fait. Mais d'un coup, il commence à dire, voilà, donc la stratégie va être la suivante, avec un bon business plan, on va remplir les granges. Et il met en place toute une stratégie, il propose des stratégies. Mettons-nous dans la peau d'un vieux jeune ou vieux détenu qui vient d'avoir un peu la chance de voir un peu le ciel, qui a eu la chance d'interpréter, de trouver la grâce du président, parce qu'il a fait une bonne interprétation, et d'un coup, bah, il a le micro, il fait comme les rabbins, il ne s'arrête plus. Tu sais quoi, tu vas commencer à faire ça, 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 ça. Vous êtes à la place de Pharaon, qu'est-ce que vous faites?
Comment? On le dégage. Hé, mon ami, là, t'es chez qui, là? Même chez un PDG, tu n'oserais pas faire ça. On t'a pas sonné, mon ami. T'imagines devant un despote? Ouais. T'imagines un bonhomme qui sort du goulag de chez... Il va devant Poutine, et donc il commence à donner des conseils à Poutine. Je donne pas cher de ça pour. Ouais. Donc il dit, donc il y a quelque chose d'assez incroyable, et ce qui est incroyable, c'est qu'au lieu de se faire guillotiner immédiatement, il dit, bah bingo, tu sais quoi? Tu es exactement le manager dont j'ai besoin, je te prends tout de suite sur... sans entretien, sans rien du tout, c'est bon, c'est signé, tu es le numéro 2 du royaume. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est-à-dire que lui, il a une stratégie de niche. Ouais, il trouve un bon créneau, il se dit, bon, j'y vais, mais c'est hyper pas à propos, et pourtant ça fonctionne. Donc il y a ici, donc bilan des courses rapidement, dans tout ce qu'on a vu. On a une difficulté par rapport à la localisation des vaches, qui sont dans un marécage. On aurait dû appeler ça Agam, et le texte appelle ça Arou. Ça c'est la première question. Arou, ouais. Arou. Deuxième question, c'est les changements subtils du rêve en version originale et version différée. La VO, on a Dakota et on a belle d'éclat. Et en version différée, on aura belle d'apparence et racotte. Légère nuance. Et troisième chose, c'est l'attitude très arrogante de Yosef, aussi bien dans la prison devant le maître échanson en disant « De toutes les façons, tu seras tôt ou tard obligé de te rappeler de moi et tu me parleras de moi à Pharaon. » Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu te permets d'être à ce point péremptoire? Deuxième chose, l'aspect un petit peu osé de Yosef. Encore une fois, c'est un petit peu, ça montre cette insolence de Yosef, petite insolence d'un jeune, qui dit, mais tu sais quoi, moi je te conseille de faire ça, ça et ça. Ok, merci pour tes conseils et dégage de là tout de suite. Donc ça, ce sont les questions essentielles maintenant. Pour résoudre toutes ces questions et comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans le monde des rêves, je vous ai marqué à la fin du document 4 axiomes qui sont tirés du traité de Brachot, page 55, qui parle, donc il y a 2 pages là-bas, 2-3 pages, qui parlent des rêves. Je vous ai extrait de ce traité, donc on peut faire tout le traité en entier, enfin les pages en entier. Je vous ai amené les axiomes principaux qui concernent le monde des rêves, on va les lire, donc c'est des phrases qui sont issues du Talmud. La première dit la chose suivante. Amar Rafrizda, c'est un grand maître qui a eu un héritage de cette Torah orale, et il dit la chose suivante. Kol chalom velo tavat. Tous les rêves sont exploitables, sauf ceux issus d'une journée de jeûne. Tu as jeûné à Kippour, tu vas bientôt jeûner à Sarah Betevet, le 10 Tevet. La journée était harassante, était fatigante, tu avais soif, tu avais faim, tu avais cette panne de café, tu avais besoin de café, ouais. Vous connaissez l'ambiance jeûne? Ouais, c'est compliqué les jeûnes. Pourtant le soir, tu rêves d'un accident absolument terrible. Matin, tu te lèves, oh, je prends mon scooter ou pas? J'ai vu un rêve terrible. Réponse du Talmud, tu sais quoi? Il n'y a rien à exploiter d'un rêve, qui soit cauchemardesque ou pas, lorsque tu as eu une journée qui était pénible. Donc, le Talmud parle d'une journée de jeûne. Les maîtres du Moyen-Âge vont élargir la chose en disant non, pas que le jeûne. Le jeûne, c'est un des exemples, mais tu peux avoir eu, par exemple, dans la journée, je sais pas, un moment de stress très fort, ou bien tu as assisté à une situation qui était un petit peu complexe, tu as vu 2 personnes qui se frappent dans la rue, ouais, tu as rencontré des gilets jaunes, ouais, par exemple. Ouais. Le soir, tu rêves d'un scénario catastrophe, rien à exploiter. Rien à exploiter. Ça veut dire, en d'autres termes, et ça, les psychanalystes le diront aussi, ça veut dire que tu es juste en train de refouler toutes ces émotions fortes que tu n'as pas réussi à gérer dans l'instant T. Tu as vu 2 personnes se... Je sais pas si tu as déjà vu des gens qui se frappent vraiment. C'est complexe, quoi. C'est dur à assister quand tu peux rien faire. Tu vois ça, cette violence, elle est insupportable, elle est insoutenable. Donc maintenant, c'est normal qu'il y ait un refoulement la nuit dont on rêve, donc il n'y a rien à exploiter. Sous-entendu, tous les autres rêves sont exploitables. Le présupposé de ce texte, ça veut dire que oui, il y a quelque chose à explorer dans le monde des rêves, sauf ceux que je peux attribuer à ce qui s'est passé dans la journée. Premier axiome. Deuxième axiome. Amar Afrizda, Chalma delomifshar, qui est Ygreta delomikreya. Un rêve non interprété est comme une lettre non lue. Alors là, c'est intéressant. Le Talmud considère qu'un rêve est forcément porteur d'un message, comme un courrier. Ouais.
Maintenant, le courrier, tu as le droit de le mettre en spam. Tu as le droit. Tu n'es pas obligé de le lire. Ouais. Lorsqu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres, vous savez, à l'époque, au Moyen-Âge, on recevait des vraies lettres dans des boîtes aux lettres. Maintenant, tu reçois, et tu vois par exemple dans le coin gauche, le coin droit, ouais, la tête de Marianne. Bon, j'irai contre la France, mais en général, ça sent soit la déclaration fiscale, soit les PV. Ouais, donc en général, on préfère mettre du temps à ouvrir cette lettre. Ouais, c'est pas immédiat. Ouais. Quand tu as des belles cartes écrites en calligraphie, ouais, tu dis Monsieur et Madame André, c'est sympa, tu sens le mariage, c'est sympa, tu ouvres tout de suite, ouais. Mais il y a d'autres trucs que tu as envie de reculer. Il y a des lettres que tu as envie d'ouvrir et que tu n'as pas envie d'ouvrir. Mais tu choisis, ouais, tu es libre. Pareil le rêve. Le rêve est une lettre qui t'est adressée personnellement, mais que tu peux décider de mettre de côté. Et deuxième point que je n'ai pas marqué ici, et si tu l'ouvrir, comme on ouvre un rêve, on l'interprète. Auprès de qui? Auprès de personnes qui m'aiment. Des gens proches, qui m'aiment. Parce qu'en fait, ce n'est pas une lettre qui est écrite noir sur blanc, c'est une lettre qui est en train de se dessiner et qui va avoir son point final d'élaboration par l'interprétation de la personne qui m'aime. Qui va dire, ouais, tu lui dis, écoute, j'ai rêvé, je sais pas quoi, un précipice. Alors, et le matin, j'ai pas eu des problèmes dans le rêve, j'ai pas jeûné, j'ai pas de truc, ouais. Et du coup, j'ai pas un rêve qui me fait mal, quoi. Je sais pas, il y a un truc. Tu parles d'un coma, il dit, t'inquiète pas, c'est déjà tu vas cartonner dans le business. Une fois qu'il te dit ça, ouais, le bonhomme, qui t'aime, encore une fois, il faut que ce soit quelqu'un qui t'aime, eh ben, c'est lui qui est en train de donner la touche finale, l'orientation finale de la lettre, comme un vecteur. On se réveille, coucou. C'est pour interpréter moi. C'était quoi? Quelqu'un qui m'aime. Donc, au moment donc, j'ai tout synchronisé, hein, c'était prévu. Je savais ça, je l'ai rêvé ça hier soir. Je rêvé de mon frère. Donc celui qui t'aime va donner la touche finale, c'est comme donc un vecteur, vous lui mettez le sens que vous voulez. C'est une portée, un rêve. Ça c'est donc le deuxième axiome. Troisième axiome, qui est le plus bizarre. V'amar Rabbi Zeira. Tout individu qui dort 7 jours sans rêver est appelé mauvais. Je répète, toute personne qui qui passe 7 jours sans rêver s'appelle quelqu'un de mauvais. On s'arrête 2 minutes sur cet axiome. Qu'est-ce qui est bizarre dans cet axiome? Exactement, Johanna. Ouais. Les rêves, c'est pas sur commande. Ouais. Ouais. Il n'y a pas des comprimés à la pharmacie pour rêver. Ça existe pour dormir, ça existe pour gérer le rhume, ouais, pour gérer le mal de tête, la migraine, mais il n'y a pas des comprimés à la pharmacie pour dormir, à part évidemment le fameux comprimé tellement poétique Lucy in the sky with diamond. Vous vous rappelez ou pas, non? Ce sont les premières lettres de LSD. Ah, c'est ce qu'on appelle un comprimé pour rêver, ouais, effectivement. Mais je vous le conseille pas, ouais, tout ce qui est ecstasy et tout ça, ouais. Donc ça, c'est les seuls comprimés pour rêver, ouais, qui sont dangereux. Donc tu peux pas décider dans la vie, de rêver. Donc tu peux pas, c'est-à-dire, pourquoi tu me stigmatises comme étant quelqu'un de mauvais, alors que ça dépend pas de moi, ouais. Si le texte vient te dire, tu sais quoi, si tu donnes pas la tzedaka, si tu respectes pas ce que Hachem t'a demandé, t'es mauvais. Alors ça j'entends, ouais, il y a un ordre formel qui a été donné, tu te décales par rapport à ça, alors j'entends. Mais là, tu vas attaquer mon inconscient, pas de ma faute, ouais. C'est un monde inconscient qui se déploie ou qui se déploie pas, je dis plus rien. Donc déjà la grande question c'est, ça a l'air bizarre, première chose. Deuxième question, qu'est-ce qu'on peut poser aussi comme question sur cet axiome? Alors, ouais, mais au moins très bonne question, alors la Gemara en parle. Mais je sais que j'ai rêvé, je ne sais plus c'est quoi. C'est bon. Dans les 7 jours, j'ai rêvé. Je ne sais pas c'est quoi. Ouais. J'ai eu une activité onirique dont je n'arrive plus à mettre, sur laquelle je n'arrive plus à mettre des mots. C'est pas grave. Mais comment? Non, mais il y a des moments où tu peux savoir si j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé. Ça, je sais. Ouais. Tu peux savoir. Ouais. Donc il y a des moments où on ne rêve pas. Donc, et c'est là qu'il faut essayer de comprendre. Ouais. Alors la grande question va être aussi, c'est... Pardon? C'est ça qu'il faut comprendre. En quoi ça ferait de moi quelqu'un de mauvais? C'est bizarre. C'est une des grandes questions. Autre question, pourquoi 7 jours? Pourquoi 7? Pourquoi pas 8, 4, 5? D'où vient ce chiffre? Ouais.
Alors évidemment, tous les rabbins vous diront, ouais, à chaque correspondance de chiffres, il y aura toujours un Dvar Torah, évidemment. Donc on pourrait faire plein de choses sur le chiffre 7, on a toute une gamme, une fiche Bristol sur le chiffre 7. Mais il faut comprendre quel est le lien intrinsèque entre la notion de rêve et le chiffre 7, sinon ça ne sert à rien. Si vous me dites ouais, les 7 comme les 7 branches de la menorah, comme les 7 planètes, comme les 7 les 7 sciences qui permettent d'aborder le monde, ouais, c'est ça, ok, c'est mignon, mais je veux comprendre quel est le lien intrinsèque entre le 7 et le rêve, ouais, évidemment. Ouais. Et enfin, dernière petite remarque qui est proposée par le Gaon de Vilna dans toute sa subtilité. Il dit la chose suivante. Alors, ceux qui ont fait un peu l'ulpa, enfin qui connaissent un peu l'hébreu, vont être sensibles à ça. Kol alan shiva yamim, toute personne qui dort 7 jours sans rêver. En général, on rêve la nuit, pas le jour. Et yamim, ça veut dire des jours. Alors, attention, yamim, c'est soit le générique, le jour de 24 heures, ouais. Yamim, le yom, c'est le jour de 24 heures, soit c'est la journée, au sens qui commence par le lever du soleil et le coucher de soleil. Maintenant, dans le texte, on entend ici toute personne qui dort 7 jours, des journées, sans rêver, ça s'appelle quelqu'un de rat, de mauvais. Mais c'est bizarre, les rêves on les fait la nuit, pas le jour. Donc c'est une petite subtilité ici qui est relevée par le Gaon de Vilna, qui doit être explorée. Et dernière chose par rapport à ce qui est un petit peu choquant, Nikrara, il est appelé mauvais. On t'a pas dit qu'il était appelé Racha. Racha, c'est un vilain. Nikra, il est appelé mauvais. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais. Les gens le voient et lui disent « Je ne sais pas ce que tu as en ce moment, mais je ne te sens pas. Tu m'as l'air pas dans ton assiette. » Nikra, il est appelé par l'extérieur Ra. J'ai l'impression que ça ne va pas dans ta vie. Attention, c'est une subtilité. Enfin, dernier axiome, et après on va tout recomposer. Dernier axiome dit la chose suivante. Amar Rav Shmuel, bar Nachmani, fils de Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan. Ein marinlo le Adam ela mi irure libo. On ne montre un individu dans un rêve exclusivement que les hirur et libo. Hirur et libo, ça veut dire les pensées profondes de son cœur. Un rêve, ouais, n'est que l'expression des pensées profondes de ton cœur. C'est-à-dire qu'on te montre dans un rêve que ce que, au fond, tu penses déjà de façon extrêmement profonde. Voilà ce que dit ici le texte, le 4e axiome. Je répète les axiomes avant de comprendre ce que l'on fait là maintenant, ce que l'on dit là maintenant. Le premier, c'est n'est exploitable dans un rêve que les choses qui ne sont pas liées à la conjoncture, à un jeûne, à un accident, à une scène complexe. C'est-à-dire que si tu as eu un métro boulot dodo dans la journée, le rêve que tu feras, il sera exploitable. Si tu as eu une journée harassante, il n'est pas exploitable. Première discrimination. Deuxième chose, nous dit le texte, un rêve est un message. Tu décides de l'ouvrir ou pas, tu es libre. Et quand tu l'ouvres, tu prends quelqu'un de gentil pour l'ouvrir. Troisième axiome, si tu n'as pas rêvé dans les 7 jours, il y a un problème. Ouais. Et dernier axiome, un rêve n'est que l'expression de ce que tu penses de façon profonde. Qui détecte ici, a priori, une certaine forme de contradiction dans les principes? Je vous aide. Entre le number 1 et le number 4. James, faut que tu le trouves celui-là. C'est l'expression de ce qu'on pense, alors qu'on a jeûné, ça reste l'expression de ce qu'on pense. Exactement. C'est-à-dire, la contradiction est la suivante. C'est que d'un côté, tu me dis, je ne peux pas exploiter un rêve lorsque je peux le lier à ce qui s'est passé dans la journée. Tu as jeûné, tu as une journée harassante, tu as vu 2 personnes qui se défoncent la figure. Ouais. Et d'un autre côté, tu me dis, en fait, le vrai rêve, c'est justement l'expression d'une pensée profonde.
On ne montre dans un rêve que ce que tu penses de façon profonde. Donc ça veut dire que finalement, c'est lié à ce qui s'est passé. La réponse est la suivante. Est-ce que vous avez compris le problème? La réponse est la suivante. Il y a ce qu'on appelle des stimuli extérieurs et des stimuli intérieurs. Stimuli extérieurs, ça veut dire on m'a imposé une conduite religieuse de jeûner, c'est extérieur à moi. La Torah me demande, les Khamim me demandent de jeûner. Donc je me mets dans un état qui s'appelle je jeûne. Ouais, je mange pas, je bois pas, j'ai mal de tête, migraine, manque de caféine, tout ce que tu veux. Bon, c'est extérieur. J'arrive sur le périph', 2 personnes sont en train de se défoncer la figure, c'est imposé de l'extérieur. J'ai pas choisi. J'ai essayé une scène, comment dire, de violence, j'ai pas choisi. Pas choisi, ouais. Donc il y a un stimuli extérieur qui va lui certainement être refoulé la nuit, et ça on s'en fiche totalement, c'est pas un message. C'est le refoulement de ce que tu as vu dans la journée, en revanche. Hirure libo, le 4e principe là. Les pensées profondes, ce sont les choses. Hirure libo. C'est pas de la pensée, c'est pas une pensée organisée, c'est une pensée qui est presque une pré-pensée. Ça veut dire, c'est ce à quoi tu penses, mais que tu n'arrives pas à élaborer au statut de pensée affirmée. Parce que parfois c'est trop dur. Parce que c'est un tabou. J'ai pas envie d'y penser. C'est-à-dire, ça vient, et boum, je refoule dans l'inconscient. Ça débarque, boum, et je mets de côté. Dans les relations humaines complexes, on a très souvent tendance à essayer de zapper le maximum. J'avais fait ce cours il y a une dizaine d'années pour des femmes de la Viso. Et une des femmes qui me dit, est-ce que Rav, vous interprétez les rêves? Je lui dis, je ne suis pas marabout, on peut juste appliquer, si vous voulez, les principes du Talmud. Je dis, pourquoi? Oui, parce que depuis quelque temps, je rêve d'une amie. Ce rêve est répétitif. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé avec cette amie? Ben voilà, c'était ma meilleure amie. Ouais, et quoi? Et on s'est brouillé. Il y a combien de temps? Il y a 8 ans. Pourquoi? Ah voilà, parce que j'en avais marre. C'était toujours moi qui donnais dans la relation, toujours moi qui donnais. J'en ai eu marre au bout d'un moment. C'était complètement illégal, donc j'ai décidé de couper. Ah, ok. Et là, d'un coup, comme ça vient, ouais, tous les jours, je rêve d'elle. Okay. Alors, je lui ai dit, écoutez, je te rappelle ce qui est marqué ici. C'était votre meilleure amie. Ouais. Et donc vous avez fait avec elle, vous avez eu un vécu émotionnel colossal, un vécu sentimental colossal. Ouais. Maintenant, vous avez un principe qui s'appelle, dans la vie, j'ai pas envie d'être sans arrêt toute ma vie une pigeonne. C'est un principe. Maintenant, ce principe, il fait que vous n'êtes plus la pigeonne, d'un autre côté, elle vous manque. Et donc, à l'intérieur de vous, vous êtes dans ce dilemme. Parce que c'est toujours un dilemme dans la vie. Ouais. Si je commence à tirer le drapeau, je suis pas pigeon, je sais que je vais couper avec toi. Donc, on est toujours dans un dilemme. J'ai pas envie de couper avec quoi. Donc, comment je fais? Un jour décidé. Cette décision, au fond d'elle, lui fait mal. Je dis, ça vous fait mal, en fin de compte. Ouais. Et quelque part, ça macère. Donc, vous voulez pas vous avouer qu'en fin de compte, c'est peut-être une mauvaise décision. Je ne veux pas juger. Mais peut-être qu'au fond de vous, vous vivez trop mal. Je dis, est-ce que vous n'aurez pas eu, par hasard, vent du fait qu'elle aussi, elle a envie de rabibocher? Je dis, oui, exactement ça. J'ai une copine qui m'a dit que... Je dis, ben voilà, donc tout est clair. En fait, Akashbourou, il vous aide. Je dis, Hachem, il vous aide. C'est-à-dire que quoi? Que vous avez un principe qui vous bloque, qui fait que vous refoulez à l'intérieur de vous, et c'est vous qui décidez cette pensée profonde. Je dis, non, je ne céderai pas à ça, je ne céderai pas, mais dans votre inconscient, vous souffrez. Et comme vous souffrez, ben, ça réémerge. Et Hachem vous fait une grâce incroyable de vous permettre de déployer ce que vous refoulez dans votre conscience, vous le déployez dans le monde onirique pour vous dire, c'est là que tu dois exploiter quelque chose. Je dis, je ne décide pas à votre place du tout. Faites votre décision. Mais une chose est sûre, que vous avez une aide divine qui, de façon régulière, chaque jour, elle vient, elle vous dit, peut-être repense l'équation de ta relation avec elle. Bon, à peu près, c'est comme ça que j'avais géré un peu la chose. Ouais, juste en appliquant ça, c'est un peu ça l'idée. Ça veut dire, c'est juste pour donner l'idée, enfin l'image des pensées auxquelles on n'a pas envie de penser. Ouais. Quand on a vécu dans la vie des drames, quand on a vécu des vexations très fortes, ouais, alors on a tendance à, pour ne pas vivre avec ça parce que c'est trop douloureux, on le met quelque part à l'intérieur de l'inconscience, mais parfois ça rejaillit. Et quand ça rejaillit et que tu le bloques en journée, Hachem te dit, tu sais quoi? Sur un plateau d'argent, je te l'envoie dans le rêve. Ça, c'est ça que veut dire le texte du Talmud, maintenant. Ça, c'est ce qu'on a vu ici. Premier point. Pour résoudre la contradiction maintenant. Deuxième point. Lorsqu'on dit que quelqu'un qui ne rêve pas pendant 7 jours, c'est pas quelqu'un de mauvais,
on ne parle pas du rêve qu'on fait de nuit, c'est le rêve de jour. C'est quoi le rêve de jour? C'est aussi les pensées très profondes que j'ai sur moi, mais que je ne m'autorise pas forcément à exprimer. Parce que je ne crois pas suffisamment en moi. On a un élément on a un personnage dans la Torah qui s'appelle Yosef, qui lui avait 17 ans. Et il a deux rêves. Un de blé, gerbe de blé, l'autre d'étoile. Le blé, la symbolique du blé, c'est le fric. Il est comme tous les ados de 17 ans. Il rêve de devenir le Bill Gates de son époque. Mais c'est pas tout. J'ai pas envie d'être que Bill Gates, avec des dizaines de milliards de dollars, des dizaines et dizaines et dizaines. J'ai pas que envie de ça. Je rêve aussi d'étoiles. Et j'ai envie d'être une star. Une star dans le sens, dans l'acception de ce que ma famille appellera une star. Parce que c'est aussi des étoiles, ma famille. C'est-à-dire, j'ai aussi envie d'être le plus grand tzaddik de la génération. Il a envie, dans sa vie, Yosef, de créer un nouveau prototype d'hybride. Ouais. Vous connaissez le nom d'hybride chez Toyota, enfin, je suis un peu dans toutes les voitures. C'est essence et électricité. Eh bien, lui, c'est le hybride incroyable. C'est à la fois l'homme le plus riche de la planète et en même temps le plus grand rabbin du monde. En général, a priori, ça n'a pas de pair. Ouais. Ça veut dire, moi j'ai connu, j'habitais pas très loin de Rav Steinman, c'est des gens qui, les plus grands tzadikim, les plus grands tzadikim, en général, je dis bien en général, pas que toujours, c'est des gens qui sont dans une déconnexion de la matière assez incroyable. Je suis allé plusieurs fois chez lui, chez Rav Steinman, c'est plus vétuste que ça n'existe pas. Propre, mais vétuste. Mais vétuste de chez vétuste, quoi. Ça veut dire, c'est un truc, c'est le strict minimum de la bibliothèque, ouais. Tout est fonctionnel. Ouais. C'est-à-dire, tu m'amènes maintenant devant un multimilliardaire, un Bill Gates, et tu me dis, mais tu sais, en même temps, c'est le plus grand rabbin du monde, le plus grand tzaddik du monde. Alors là, tu dis, waouh, c'est cocasse, quoi. Ouais, a priori, tu dis, c'est dans la vie, soit le fric, soit la Torah, mais pas les deux, ouais. Et ben lui, il avait envie de réunir, de créer cet amalgame incroyable. Ça, c'est la vie, et c'est exactement ce pourquoi il est fait. Il est celui qui ne doit pas s'épanouir dans une yeshiva, mais c'est celui qui doit s'épanouir, après de nombreuses années d'études, dans un contact, dans une interface avec un monde complètement pourri. Et ça va être son lieu de réalisation, puisqu'il va être roi d'Égypte, ouais, enfin, numéro 2 d'Égypte, dans un monde complètement pourri, avec des mœurs complètement pourries. Ouais, il va être sans arrêt sollicité par toutes les autres, et il va rester tzaddik absolu. Le bonhomme, il ne craque jamais. Ça, c'est le prototype Yosef. Yosef, mais il voit ça depuis l'âge de 17 ans. Et c'est quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui, très fort, une ambition incroyable, dévorante, mais qu'il n'arrive pas à formuler. Il n'arrive pas à créer un business plan de sa vie avec ça. Et Baruch Hashem, bingo, la nuit, il rêve de ça. Et s'il le dit à ses frères, c'est ça l'arrogance. C'est pas une maladresse, c'est une arrogance. Dans le sens où il est en train de dire, mais tu sais, je suis validé dans mes rêves. Cette vision du tzaddik ultime et le richissime ultime en même temps, je suis validé. Pourtant, les frères ne prennent pas au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'es pas crédible, mon gars. Parce que qu'est-ce que tu es? T'es nahar. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que me dit Rashi? Tu passes ton temps à te gominer les cheveux et t'arranger les cils. T'es pas crédible. C'est pas ça qui va devenir un Rav Steinman ou un Rav Shach ou un Rav Yosef. Tu te moques de qui là? T'es pas crédible. Donc les frères ne peuvent pas le prendre au sérieux parce que ça a tout l'air que c'est beaucoup plus les paquets de milliards qui l'intéressent que le brio spirituel. C'est ça en fait qui se trame ici dans le... Maintenant, je répète, Yosef a compris ce principe. Les pensées profondes, mes ambitions profondes que j'ai à l'intérieur de moi sont ceux qui me permettent de rêver le soir, et je suis validé par Hachem, c'est magnifique. Si je suis validé, je vais essayer d'explorer ça maintenant. Il est brisé dans cette ambition, il se retrouve en prison, et d'un coup les rêves viennent à lui. Yosef dit, tiens, je rêve plus, mais les rêves viennent à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, Akadosh Baruch Hu est forcément en train de m'envoyer un message par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et donc il peut leur dire de façon péremptoire, vous n'êtes là que pour le décor. Vous n'êtes là que pour m'annoncer que tôt ou tard, bientôt, je vais pouvoir me sortir de ce bourbon. Il est tellement dans l'appropriation du rêve qu'il comprend que ce ne sont que des acteurs secondaires qui sont là pour servir l'acteur principal. Juste pour reprendre l'expression de la Gemara,
On parlait d'un rêve de jour qui validait la nuit. Et c'est pour ça, en fait, que le texte nous dit celui qui ne rêve pas pendant 7 jours, c'est-à-dire qui n'a pas eu ce moment, qu'est-ce qu'il y a dans 7 jours? Dans 7 jours, tu rencontres toujours au moins un Shabbat. Quand tu vis 7 jours, quel que soit le point de départ, là maintenant, si je compte 7 jours, je vais croiser un Shabbat forcément. Quelle est la vertu de Shabbat? La vertu de Shabbat, c'est la faculté d'un individu, dans tout son génie créatif, de créer des procédures informatiques, d'écrire des ordonnances, de construire des meubles en tant qu'ébéniste, de réparer des tuyaux en tant que plombier, de créer des plus-values sur les bitcoins. Tout ce génie créatif n'a plus de lieu d'expression tel qu'il est le jour du Shabbat. Dans cet espace du Shabbat, il ne peut plus s'exprimer tel quel. La mélacha est interdite, c'est-à-dire, c'est pas le labeur qui est interdit, c'est l'expression de ma domination de la nature qui est interdite. On domine la nature de plusieurs façons. En créant une table, en faisant des procédures informatiques, en écrivant des ordonnances. Toutes les modes de suprématie de l'homme sur la nature existent. Cette suprématie dans l'expression de ton génie créatif est mise de côté pendant 24 heures, même 25 heures. Alors qu'est-ce que je fais? Mais vous me coupez les bras, monsieur le rabbin. Moi, toute ma vie, c'est procédure informatique, j'investis, j'achète à Tokyo, je vends un truc, et je suis dans cet intervalle, et je fais des millions de. Donc qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fous pendant Shabbat? Oui, je fous pendant Shabbat. Réponse, tout ton génie créatif, tu vas le canaliser dans la relation humaine et dans la relation avec Hachem. Tu vas réapprendre à parler. Tu vas réapprendre à communiquer. Pas derrière un ordinateur, pas devant une ordonnance. Tu vas réapprendre le génie de la verbalisation entre les individus. Tu ne vas pas chômer. Tu vas au contraire canaliser toute cette énergie dans cette relation humaine. Ça, c'est la vertu de Shabbat. Lorsque tu mets ça en place de façon régulière, d'un coup, tu commences à envisager ta vie dans des nouvelles frontières. Pas parce que tu vas t'exiler dans un monde exotique, mais tu vois le même cadre qui commence à prendre un peu plus de largeur. Tu commences à avoir des projets de vie beaucoup plus existentiels, beaucoup moins techniques. On peut avoir sans arrêt des projets dans la vie d'augmentation. Mais là, d'un coup, au niveau existentiel, tu commences à avoir un rêve de jour. C'est ça, en fait, le point. Tout celui qui n'a pas l'occasion de passer un Shabbat et donc qui n'aura pas eu l'occasion de mettre en place ce rêve de jour, Nikra Ra. On n'a pas dit que c'est un méchant, Chas v'Shalom. On l'appelle mauvais. Et les gens lui disent, mais qu'est-ce que t'as, Max? Je te sens taciturne. Ouais. Et vous savez pourquoi il est taciturne? Parce qu'en fait, il n'a pas pris le temps de réapprendre à rêver. Le rêve a une vertu énorme, le rêve de jour, je dis bien. Je vous donne un exemple magnifique de ce rêve de jour. On a ce Yosef. Il y avait un très grand rave qui s'appelait Rav Kahneman. Il a étudié pendant 7 ans dans la yeshiva du Chafetz Chaim avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il était ravoté de Rav Elchanan Wasserman. Et il a, après la guerre, eu 2 objectifs dans sa vie. Il a été obligé de calmer un petit peu son brio au niveau de l'étude. C'était le plus grand maître de sa génération. Il a sacrifié cette dimension d'enseignement pour tout simplement ramasser énormément d'argent pour construire des édifices, des yeshivot en Israël, pour reconstruire le monde de la Torah. Après la Shoah, à part la perte terrible au niveau du peuple juif, voilà, les 6 millions d'âmes, on a aussi perdu tous les cadres qui pourraient construire la spiritualité du peuple juif. Il s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on reconstruise les yeshivot d'antan. Donc il s'est attelé à ramasser de l'argent pour construire des édifices, pour remplir, pour créer des yeshivot. Première occupation. Deuxième occupation, il était de mèche avec les services, les renseignements généraux, avec le Mossad, avec la CIA et tout ça, pour récupérer les listings des gens qui avaient déclaré avoir placé des enfants dans tel et tel couvent, des enfants juifs, qui avaient été donc pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui avaient vécu à la façon catholique, à la façon chrétienne, et on avait les listings, donc il avait récupéré les listings, et il est allé donc en 45, 46, 47, il est allé récupérer dans les couvents, lorsqu'il était accepté par rapport à ça, tous les juifs qui avaient été cachés. Des gens qui avaient été baptisés, tout ça, il les a ramenés en Israël pour, les parents sont morts, ils ont été confiés, maintenant on les ramène. Très belle histoire qui raconte, des fois il y a eu des accueils agréables, des fois des accueils complètement repoussants, bref, donc il s'est battu toute sa vie pour essayer de redonner aux Juifs son identité et lui donner sa culture essentielle. Maintenant, quand il a commencé par construire à Bnei Brak la yeshiva de Ponevezh. C'est la plus grande yeshiva du monde actuel. Il est allé ramasser de l'argent à Ramat Gan. Bnei Brak, c'est juste à côté de Ramat Gan, c'est la banlieue de Tel Aviv.
Et il va donc des médecins, des dentistes, tous les gens qui côtoyaient. Il dit voilà, je viens ramasser de l'argent, pourquoi? Pour une synagogue? Il dit non, il barbe comme ça. Non, pour une yeshiva. Une yeshiva, comme ça, une yeshiva. Une yeshiva, c'est on étudie du matin au soir. Je dis, c'est fini ça, c'est fini, ça c'était en Pologne, en Russie, mais c'est fini, on n'est plus là-dedans. Et lui, de dire non, mais on va créer une yeshiva ici. Tu rigoles, c'est fini. Il dit non, j'ai envie, je pense, c'est un défi que je me lance. Ok, mais une yeshiva pour combien de personnes? Voilà, là, je voudrais commencer à construire un édifice, un campus pour 1000 personnes. Tu rigoles quoi? Mais tu rêves mon ami, tu rêves. Il dit oui, exactement, je rêve, mais je dors pas. C'est la réponse de Rav Kahneman. Il a effectivement construit la yeshiva de Ponevezh pour 1000 personnes, maintenant il y en a 1500 au moins. Cette yeshiva a commencé avec 7 élèves. Campus de 1000 personnes, 7 élèves. Hein. Et ce rêve de jour est devenu le sauvetage du peuple juif dans toute son immensité. C'est pas pour les juifs français, c'est important de savoir qu'il y a un très grand Rav qui a fait un travail absolument colossal ici en France, qui s'appelle Rav Citruc, qui a fait un travail absolument colossal en France. Ouais. Lui, il ne faisait pas un pas dans sa vie sans demander conseil à un des maîtres de Ponevezh, qui s'appelait Rav Shach. Toutes les décisions d'ouverture de mikvé, de fermeture d'école, tout est passé par le génie d'un grand maître qui sort de cette yeshiva de Ponevezh pour montrer un petit peu l'impact que ça a eu. C'est-à-dire que ce qu'a mis en place Rav Kahneman aura une incidence aussi pour tout le judaïsme français et pour tout le judaïsme mondial, parce qu'en fait il a été consulté partout. Ça, c'est un petit peu l'idée du rêve de jour. Donc je répète, Yosef a un rêve de jour très fort qui est validé par la nuit. À ce moment-là, il se dit, ok, si c'est validé, ça va marcher. Ah mince, maintenant je suis en prison, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui me dit que les rêves reviennent à moi. Je vais m'approprier ce rêve et je comprends que ce rêve il est pour moi. Et s'il est pour moi, alors toi, t'es qu'un figurant, le maître et chanson. Mais pas que. Toi, monsieur Pharaon, le grand Pharaon, toi non plus, tu n'es qu'un figurant. Un figurant à mon service. Et donc il se permet de façon péremptoire de lui dire, il n'y a pas que le rêve, il y a aussi la stratégie d'après le rêve. Et donc tu vas faire ça, ça, ça et ça. Parce qu'il sait pertinemment que ce rêve est destiné. Maintenant, regardez un petit peu comment c'est magnifique dans tous les clins d'œil qu'il va voir dans le rêve, qui lui prouvent que ce rêve n'est là que pour lui. On avait dit la première des choses, c'est que la première anomalie, c'était l'histoire des Achou. Les vaches de Pharaon dans son rêve étaient en train de paître dans Béachou, dans le marécage, dans l'étendue d'eau. Maintenant, regardez avec les jeux de couleurs le premier verset que vous avez au niveau du document. Voici l'histoire de naissance de Yaakov. Yosef était âgé de 7 ans. Ayaroé et Echav. Ce sont les mêmes lettres. Ayaroé qui veut dire il est allé faire paître. Et les vaches, elles étaient en train de paître. Et Echav se lit dans la Torah et Achou. Ça veut dire, dans la description des vaches de Pharaon, il revoit la dernière image qu'il avait avec ses frères avant de se faire dégommer par ses frères. Achou, Achou. Achou, ça veut dire les frères, et ça veut dire aussi le marécage. Il y a une communauté de termes qui lui fait dire, tiens, c'est bizarre ça. Ça me rappelle quelque chose. Les vaches de Pharaon me rappellent le fait que la dernière image que j'ai, c'est que j'étais en train de paître avec mes frères. Première chose. Deuxième chose. Il va transformer Yéfémaré, belle d'éclat, en Yéfatoar, belle d'apparence. Quelle différence? Il n'y a pas vraiment de différence, d'autant plus que sa maman, je vous ai marqué ici le verset, c'est le verset numéro 17 ici, juste avant l'avant-dernier verset. Belle d'éclat, belle d'apparence. Ce jeu dans le bel d'éclat, belle d'apparence n'a pas vraiment d'importance, une chose est sûre, ce sont les points communs de sa maman Rachel. Il y a dans le descriptif d'une vache, des vaches grosses, je précise, des vaches grasses, un point commun avec la fameuse beauté de sa maman. Encore une fois, un point commun, tiens, c'est marrant ça. Il me parle de vaches, mais il utilise l'adjectif de ma mère. Incroyable. Maintenant, on a vu qu'il y a des vaches grosses et grasses qui vont se faire phagocyter, avaler, dévorer par des vaches maigres. On avait dit, regardez comment c'est magnifique. Les vaches, dans le live de Pharaon, elles étaient dacotes. Dacote veut dire fine. Mais lui, il transforme, il dit racote, qui veut dire décharné. Mais racote, au niveau onomatopée, c'est incroyable, ça me rappelle quelque chose. Regardez le verset que je vous ai marqué, verset numéro 17, le descriptif de sa tante Léa. Ve'ene Léa racote. Les yeux de Léa étaient racote, c'est la même onomatopée.
On ne parle de vaches qui sont racottes, on veut dire ici qu'elles sont décharnées, mais ça me rappelle étrangement les yeux de ma tante Léa, qui était racotte pleureur. Rare, ça veut dire tant ils étaient humidifiés. À force de pleurer, elle en avait perdu ses cils. Elle pleurnichait sans arrêt, Madame Léa. Donc il a ici au moins 3 points communs entre son histoire personnelle, l'histoire de Harou, l'histoire de Yefeto Abel Dekla et l'histoire de Dakot, et Rakot qui devient Rakot dans le rêve de Pharaon. Et là, il y a quelque chose d'assez incroyable. On a dit que les vaches maigres et chétives et décharnées, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent avaler les vaches grasses et fortes. Il dit, mais c'est incroyable, ces vaches décharnées s'appellent Rakot. Ça veut dire qu'on est en train de me parler du personnage de Léa. Et je comprends tout ce qui se passe. Les enfants de Léa, c'est-à-dire ses demi-frères, sont en train de vouloir me mettre à mort, moi, Yosef, parce que lorsqu'il a été envoyé par son père à Shrem à Naplouse, et juste après il a été kidnappé par ses frères, Yosef croyait que c'était un coup monté par son père. Il ne comprend pas pourquoi son père l'a envoyé dans la gueule du lion. Puis d'un coup il prend conscience dans le rêve de Pharaon, ça veut dire qu'il s'approprie le rêve de Pharaon, il se rend compte qu'en fait c'est une initiative des frères et pas du père, et qui veulent tout simplement avaler. Il fait tort, il fait marrer le beau d'éclat, beau d'apparence, c'est-à-dire Yosef, il saisit tous ces éléments dans cette faculté d'appropriation, parce qu'en fait, le rêve, je suis le maître des rêves, et donc les rêves doivent toujours tourner autour de moi. C'est la raison pour laquelle Yosef va arriver à comprendre que c'est le moment ou jamais pour pouvoir me lisser. Voilà un petit peu comment on peut attraper le monde des rêves. Je finis en répétant ces axiomes. Le bilan des cours, c'est le suivant. On a tous dans la vie un monde de l'inconscience qui est ultra riche, qui est truffé de réflexions qui sont extrêmement désorganisées, confuses. Il y a parfois dans ce magma incroyable certaines réflexions qui surgissent et qui, vous verrez, sont toujours liées soit à un monde d'une ambition qui n'a pas réussi à éclore, une tristesse par rapport à une ambition, soit par rapport à une peine dans des relations humaines, et de quelque chose qui a été l'objet dans ma vie d'une brisure et sur lequel j'ai envie de revenir et j'ose pas revenir et je veux pas revenir et je sais pas ce qui se passe et je sais plus où j'en suis. Ça, c'est la richesse de l'inconscient qui laisse émerger certains points. Si tu as la chance que c'est certains points auxquels c'est Hirouré Libo, ces pensées profondes, que tu n'as pas voulu faire éclore parce que c'est trop dur à éclore, le résultat est trop insupportable, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Et je vais même cacher à mon psy ce qui se passe exactement à l'intérieur. Et j'irai jusqu'à la frontière, mais pas plus que ça. Je ne laisserai pas pénétrer ce monde. Si tu as la chance, si tu es validé par Hachem, qui t'envoie une lettre et qui te met en projecteur ce point essentiel, ces quelques points, qui te minent tellement, alors ça veut dire qu'il est en train de dire c'est le moment ou jamais pour les laisser éclore, lâche-toi et se lâcher prise essentielle. Ça, c'est ce que te dit ici le monde du rêve. Le rêve, il est complexe. Aide-toi d'un ami qui t'aime pour essayer de l'orienter dans le bon sens. Et cet ami, peut-être que tu seras obligé de lui livrer certaines informations, parce que c'est avec vous, à vous deux, vous réussirez à finaliser l'écriture de la lettre. Ça, c'est ce que l'on peut attraper ici. Le rêve, il est essentiel. Il nous faut des moments pour rêver de jour, de façon à impulser cette dynamique absolument magnifique qui est ce monde de rêve. Regardez un petit peu comment Yosef comprend, et ça c'est un point essentiel dans la vie, le bitachon, c'est la confiance en Hachem qui me dit que tout ce qui gravite autour de moi est calculé de façon minutieuse par Hachem, et donc est forcément destiné pour moi. Yosef voit des lettres de partout, des lettres de partout. Il comprend qu'il y a des messages de partout, il s'approprie tout, il s'approprie même les glissements de la VO à la version en différé, de la VO à la VD, il est capable de s'approprier de cette notion de dire non, on parle de Léa. C'est-à-dire que dans le changement que Pharaon a fait pour piper les dés, ça a été au contraire un tremplin pour Yosef pour comprendre qu'il y a un message qui est amené par Hachem. Grâce à ça, Yosef a réussi à devenir ce qu'il est, réaliser ses rêves. À nous aussi,
de rêver de jour pour pouvoir ensuite être validé, ensuite réaliser nos rêves Bezat Hashem. Je souhaite à nous tous de pouvoir réussir à réaliser tous ces rêves et je vous remercie. Je réponds à une question qui a été posée juste au point. Si tu as un rêve qui te fait mal, mais tu ne sais pas c'est quoi ce rêve, Nafsho Aguma ala Mara, il y a un moment propice pour aller demander à Hachem de donner une bonne direction au rêve. C'est au moment où les Kohanim, parce que là, si tu veux voir un copain, je dis je sais pas ce que j'ai rêvé, bah je peux pas t'aider mon frère. j'ai rien pour t'aider, ouais. Donc là tu peux pas. Donc là, il y a un moment propice, c'est au moment où les Kohanim font la Birkat Kohanim. Ouais. Qui sont ici derrière moi, ils font la Birkat Kohanim, ils viennent bénir le peuple juif et ils sont vecteurs de shalom. Shalom, ça veut dire faire la paix, ouais, c'est-à-dire t'amener des éléments de paix avec toi-même. À ce moment-là, c'est le moment, dit la Gemara dans Brachot, page 55, Yiratzon Akash Borou, je t'en prie, si ce rêve que j'ai fait est quelque chose de bien, que tu puisses me permettre de le développer, si tu m'envoies quelque chose de mauvais, une mauvaise lettre, je te demande maintenant de la dissiper totalement. Et à ce moment précis, où les Kohanim sont en train d'énergiser le monde du Shalom. Donc on retrouve la paix à ce moment-là précis, à ce moment-là, donc on peut demander, faire une fila particulière. Donc vous voyez à quel point la Gemara prend hyper au sérieux le monde des rêves, parce que c'est cet outil de communication. On n'a plus aujourd'hui de prophétie. Les seules choses qui peuvent nous rester dans cette communication transcendantale, ouais, extrêmement développée, extrêmement déployée, c'est le monde des rêves. Voilà.